Euh, Déjà, bienvenue à tous et à toutes. C'est un plaisir pour l'équipe organisatrice des matinales de vous accueillir. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Verochevski et Ludovic Brossard. Nous souhaitons, comme à chaque début de nos conférences, et c'est déjà la 29e, dont la 4e de cette année, remercier les personnes qui ont rendu cela possible. Donc on passe notamment à Jean-Marc Benguigui, notre encadrant, mais aussi à la direction du développement durable, Emmanuel Rosière et Madame Vanessa Le Garec, et aussi bien évidemment à la direction de l'école centrale qui nous soutient. Malheureusement, le directeur, M. Avrili, n'a pas pu se rendre disponible pour ce matin. Voilà, le programme d'aujourd'hui va être un peu chargé, donc je vais essayer d'être court, d'être bref. Il y aura d'abord la présentation de Antoine, puis un petit temps de questions, ensuite celle de Ludovic, et on terminera par un autre temps de questions. On va faire en sorte cette fois de rendre le temps de questions un peu plus agréable et accessible. Pour cela, on va vous demander quelques petits efforts. Déjà, si vous pouvez vous présenter, faire 2-3 petits éléments de présentation au début de vos questions, ça nous aiderait. Et on va aussi faire attention à la parité dans la prise des questions. On a remarqué un petit déséquilibre. Et donc, on va essayer de privilégier les interventions de femmes quand on en aura. Et on encourage les femmes à prendre la parole pour nos conférences. Ici, vous avez nos QR codes vers notre compte Instagram et un questionnaire d'accueil. Ok. À savoir que le compte Instagram que le QR code du compte Instagram ne marche pas. Bon, sans transition, je vais laisser la parole à Antoine. Bonjour. Oui, bonjour, merci de votre accueil. Merci à l'École centrale de bien vouloir nous inviter pour parler du sujet de l'eau des sols. Alors, je me présente, moi je suis Antoine Verochevski. Dans la vie active, je suis ingénieur dans une collectivité, je suis dans un conseil régional et je suis chargé de mission politique de l'eau. Et à part ça, en fait, à titre personnel, j'ai développé une activité non rémunérée pour faire de la diffusion de connaissances autour du thème de l'eau. Donc c'est une chaîne en fait YouTube auquel on fait intervenir des scientifiques pour parler de différents thèmes du grand cycle et du petit cycle de l'eau, pour faire passer des connaissances, et on fait intervenir des élus aussi pour expliquer ce qui est possible de faire sur les territoires. Parce qu'en fait, la situation, il y a plein de problèmes, mais il y a des solutions aussi, et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Alors je vais juste zapper. Donc juste un petit prise d'écran. Donc voilà, on a des thématiques par playlist et ça vous permettra, si vous avez vous-même envie de creuser des sujets sur pourquoi la mer monte, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe, l'eau et l'agriculture, on a une playlist par thème. Hop. Donc le sujet du jour, c'est sol, eau, nature plus homme. Finalement, quel avenir ? Alors, je vais vous demander de vous concentrer un petit peu et on va fermer les yeux. Si vous voulez bien fermer les yeux, on va se recentrer un petit peu sur nous et on va essayer de se positionner un petit peu dans ce que c'est que le sol. Et je vais vous demander d'imaginer, vous êtes maintenant au bord d'une plage. Vous êtes sur le bord de la plage, vous marchez là. C'est marée basse et vous allez regarder, toucher le sol. Le sol, c'est quoi ? C'est du sable. Vous le prenez dans votre main. Et vous le remuez dans la main. En fait, vous voyez, donc il est mouillé, il tient un petit peu, mais c'est pas facile de faire une boule quand même avec. Il crisse entre les doigts et ça tombe facilement en fait. Donc c'est difficile de faire quelque chose de bien stable. Maintenant, vous allez partir sur la partie de sable sec. Et donc là, vous allez marcher dedans. Vous voyez, les pieds, ça se délite sous les pieds. Vous prenez cette masse de sable dans votre main. Et là, pareil, en fait, le sable, il va couler entre vos doigts. C'est même pire, en fait, il se stabilise pas. Le sable, en fait, il est quand en eau, vous pouvez peut-être faire un château de sable. Par contre, quand il est en sec, vous pouvez pas. Alors maintenant, vous revenez à la maison, vous allez vous occuper
de votre plante en pot, vous allez dépoter la plante en pot et vous touchez le sol. En fait, donc, qu'est-ce qui se passe quand vous retirez la plante du pot? Vous constatez qu'en fait, généralement, la terre tient pas mal. Vous pouvez toucher le sol là, et peut-être approcher votre nez. Ça sent peut-être un peu le sable. Tout à l'heure, ça sentait pas. Là, vous pouvez peut-être sentir un peu le sol. Il y a une odeur. On ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, si vous touchez le sol, en fait, c'est granuleux, mais ça tient quand même en motte. Il y a des racines qui sont attachées. Ça fait un bloc. Et si vous avez un sol, votre plante elle est sèche, en fait, la motte elle va tenir quand même. Donc, vous pouvez rouvrir vos yeux. Donc, on voit déjà qu'on a une petite différence entre ce qu'on appelle du sable et ce qu'on appelle du sol. Et pourtant, tout ça, c'est un peu la même histoire. Et on va vous expliquer comment. Alors, ça marche plus l'écran. Si tu peux juste le rallumer. Hop, c'est bon. On va revenir il y a très très longtemps. C'est la genèse de la Terre. La Terre, c'était quoi? C'était des gaz qui se sont agglomérés. On a eu donc la formation d'une croûte avec des éléments en fusion. Et puis, il y a donc 4 milliards d'années. Et après, il y a la condensation de l'eau. En fait, il y a 4 milliards d'années, en fait, vous aviez beaucoup d'eau sur la Terre, des continents qui étaient encore en fusion, des météorites qui se tapaient là-dedans. Malgré tout ça, dans cette soupe primitive, il y a une accrétion des éléments chimiques qui a permis de créer les premiers éléments primitifs de la vie, les premières molécules qui vont constituer l'ADN, c'est-à-dire les bases de l'ADN. Et au fur et à mesure, ces bases, comme chimiquement, elles s'associent avec d'autres bases, ça finit par faire des brins d'ADN. Et l'ADN, c'est quoi? C'est la molécule de la vie qui permet de transmettre l'information. Et au fur et à mesure, tout ça, ça a donné les premiers éléments de la vie. Donc il y a 4 milliards d'années, donc c'est quand même pas aujourd'hui, il y a eu des bactéries qui ont réussi à se constituer. Les bactéries, en fait, les premières formes de vie, c'était très simple. C'est une enveloppe avec un peu d'ADN au milieu. Et ce qu'on a comme trace aujourd'hui, c'est ce que vous voyez donc à gauche, c'est des stromatolites. Donc ça, c'est les premières formes de vie qui vivaient à peu près dans la mer et qui étaient donc des sortes de films bactériens qui vivaient, qui concrétionnaient avec une réaction chimique sur les éléments de fer et autres métaux. Et ça a donné cette espèce de fossile à droite qui est donc c'est les premiers fossiles de vie qu'on retrouve en Australie. Bon, c'est des formes de vie simplifiées, primitives, mais ça ne tient pas vraiment par rapport à la vie terrestre. La vie terrestre, il y a quelques milliards d'années, il n'y en avait pas. On avait de la croûte terrestre qui était érodée par de la pluie, par du vent. Donc les éléments particulaires, ils descendaient dans la plaine, ça donnait donc comme des oueds en fait. Et tout ça, ça tient pas, ça va à la mer, ça se fait donc comme la plage en fait à marée basse. Quand vous voyez des petits filets d'eau qui découlent sur la plage, ça tient pas. Alors là, on ne peut pas dire qu'on a vraiment encore les sols qu'on connaît. C'est juste des graviers triés granulométriquement en fonction de la pente des éléments qui l'emportent. Donc ça va du grossier bloc jusqu'à l'argile très fine. Et tout ça, comme on dit, s'il y a de la pluie, ça va directement à la mer. Donc ça va mettre un peu de temps, mais ça va faire des petits tas au fond de la vallée, comme on a pu voir, puis aller à la mer. Et s'il y a du vent, c'est pareil. Pas de liant, pas de cohésion. Pas de liant, pas de cohésion, ça fait aussi pas de stockage d'eau. En fait, l'eau, elle passe dans vos éléments comme une dune de sable, ça passe au travers. Ça va directement, à un moment donné, ça s'accumule au fond et ça finit par former une petite rivière. Mais c'est comme les rivières dans les déserts, en fait, c'est pas permanent. Le stockage d'eau, il n'existe pas dans la partie surfacique, il se met juste un petit peu au sol, puis ça part. Donc à droite, on voit, on a donc c'est un grossissement, on a une macroporosité, l'eau s'accumule à un moment donné, puis après, ça se vidange. Et puis, il y a eu un peu une complexification, parce qu'en fait, il y a eu la tectonique des plaques, les croûtes terrestres ont bougé. Donc finalement, ça finit par faire des couches différentes, avec des couches imperméables, des couches perméables. Donc on a eu des nappes qui ont pu se créer. Donc la nappe alluviale, c'est le fond de la rivière. Des nappes perchées en hauteur sur une couche imperméable et des nappes captives. Bon, tout ça, ça ne permet pas grand-chose pour la vie. Actuellement, on n'est quand même pas dans des zones très très favorables. Donc si on reprend l'histoire de la Terre, donc à 4 milliards d'années, on avait la mer, et donc on a eu les premières molécules qui sont arrivées, des organismes unicellulaires. À l'époque, on n'avait pas d'oxygène sur Terre. C'était du carbone, du CO2, donc on avait du méthane. Les organismes, ils n'étaient pas du tout basés sur l'oxygène. Assez rapidement, en quand même 1 milliard d'années, on a eu, donc ça c'est la bactérie type, on a eu la production d'oxygène. Ce qui se passe, c'est que les bactéries elles se mangent entre elles, et il y a une bactérie qui a mangé une bactérie qui avait la capacité de travailler sur l'hydrogène.
Tout ça, ça a créé, et après on a eu des bactéries qui ont mangé, qui ont eu la capacité de faire une photosynthèse. C'est pas la photosynthèse qu'on connaît aujourd'hui. Et ça a commencé à produire de l'oxygène. Alors l'oxygène, c'est un toxique à l'époque. Les plantes, les bactéries, elles n'étaient pas du tout donc pour ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des mortalités. Il y a eu une libération d'oxygène à un moment donné telle dans l'atmosphère. Donc c'était monté à 1%. 1%, c'était oula, énorme. Et il y a eu une glaciation. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, c'est qu'on se rend compte que la vie, elle modifie les équilibres, les gaz. Donc sans qu'il y ait l'homme, déjà à l'époque, la variation entre l'oxygène et le CO2, le méthane et tout ça, ça avait des grosses conséquences. Donc la glaciation a duré 500 millions d'années, c'est quand même pas rien. Et après, la vie s'est remise à vivre et il y a diversification. Donc on a eu les organismes pluricellulaires. Donc cette fois, il y a eu un noyau qui a été, entre guillemets, inclus dans les cellules. La bactérie n'a pas de noyau. Là, c'est une forme de vie avec noyau. Donc ça commence à être plus complexe. Puis après, des organismes multicellulaires, les cellules s'assemblent et puis après finissent par faire donc des premiers éléments vivants dans la mer. Et donc, en parallèle de ça, on a vu le CO2, l'O2, ça évolue beaucoup au niveau du climat. Tout ça pour dire que, au point 4, les premiers organismes ont commencé à pouvoir progressivement sortir de la mer. Et donc, on a eu des premiers assemblages entre des algues et des mycorhizes. En fait, ce qui a donné la vie sur Terre, c'est un assemblage entre des champignons aquatiques et des algues aquatiques unicellulaires, et ça a colonisé à l'époque la Terre. La Terre n'était pas du tout sympathique, il n'y avait pas de couche d'ozone, il y avait un taux de CO2 fort, des températures très variables. Et donc ça a mis quelques millions d'années, à 450 millions d'années, on a eu des premières formes évoluées. Donc on a arrivé des petits organismes, toujours en liaison avec des mycorhizes. Et ça c'est important, on s'en rappellera tout à l'heure quand on parlera des sols, qui ont fini par faire des organismes plus évolués, donc 5, 6, 7. Et au fur et à mesure que ces organismes ils évoluent, ils créent un sol. En fait, on est parti d'un sol qui était juste des éléments granulaires, du sable, des graviers, et on a créé la matière organique. La décomposition du vivant, ça donne la matière organique et ça donne du sol. Ça met du temps, ça varie en fonction du pH, la température, l'humidité, mais ça crée donc des surfaces avec des couches. Et plus vous allez donc en surface, plus vous avez de carbone stocké dans le sol et de la matière vivante, plus vous allez dans le fond, plus vous avez de la roche brute. Et pareil, en termes du CO2 et de l'oxygène, les couches supérieures sont oxygénées et les couches inférieures sont plutôt chargées en carbone. Donc ce n'est pas les mêmes organismes vivants qui existent en surface et dans le sol. Et surtout, c'est que la matière rocheuse, le fait qu'il y ait de la vie dans le sol, elle se désagrège plus vite. Donc le processus de transformation de la roche en sol qu'on connaît, la terre fertile, il est accéléré du fait de la présence de la vie. Si on parle en termes de tonnage, en fait, en surface du sol, sur 1 hectare, on estime qu'il y a à peu près 4 hectares de matière vivante, des plantes, des animaux, des insectes, tout ça. Et quand on compare avec la matière organique vivante qui est sous le sol, elle est beaucoup plus importante. À peu près 75% de la matière vivante, elle est sous le sol. On ne s'en rend pas compte, on ne le voit pas, mais pourtant c'est là que ça se passe. C'est pour ça que c'est important d'avoir un sol vivant pour pouvoir que les équilibres écosystémiques fonctionnent. Il y a à peu près 1/3 du poids de la plante qui est sous le sol, donc on peut estimer que 5 tonnes de racines à l'hectare de plantes. Il y a 5 tonnes de micro-organismes, donc des bactéries, des protozoaires, des trucs qu'on ne voit pas. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la matière des microcellules, c'est très important, c'est ce qui fait vivre les sols. Il y a 1,5 tonnes de tout ce qu'on voit, les acariens, les petits vers de terre. Donc en fait, la matière qu'on ne voit pas, elle est quasiment plus importante. Et c'est celle qui fait vivre les échanges en fait, entre la transformation de la roche qui va extraire de l'azote, du phosphore, des nutriments pour la plante. C'est ces petits organismes qui vont le faire. Et en échange avec les organismes qu'on voit, les vers de terre. Si on compare en termes de poids, je vous ai transformé ce poids en moutons. Ça veut dire qu'il y a 40 moutons par hectare en poids de matière vivante et 120 moutons sous le sol. Donc ça, c'est quand même impressionnant. C'est qu'en fait, c'est un monde qu'on ignore. Et aujourd'hui, en termes de biologie, on ne connaît pas 10% de ce qui se passe sous le sol. En fait. Et si vous réfléchissez, c'est des choses, même à plusieurs kilomètres sous la Terre, il y a des bactéries. Donc en fait, c'est des choses qu'on ignore, mais ça fait partie en fait de la vie du sol. 1 gramme de sol,
Donc on parlait de poids, mais c'est en nombre de micro-organismes, c'est énorme. C'est 100 millions à 10 milliards de bactéries en fait. Donc les bactéries, en termes d'individus, c'est démentiel. Et en champignons, c'est pareil. En fait, on a beaucoup de champignons. Et ces éléments, donc les bactéries, vont permettre la régulation chimique, la transformation de la roche par des processus soit oxygénés, soit pas oxygénés. Et les champignons, eux, ils vont permettre la prospection, la mise en réseau et les échanges. Donc en fait, si on revient aux plantes, la photo de droite, ça vous montre en fait que sur des petits plants de pin, il y a le système racinaire et tout ce qui est en blanc, en fait, ce qu'on voit bien, c'est les mycorhizes. Donc en fait, il y a un système double qui va se greffer sur les racines. Donc la photo d'en bas, c'est un grossissement. On voit une racine en jaune et les tout petits filaments blancs avec les petites pustules. Donc ça, c'est les champignons. Et cet assemblage, cette symbiose, en fait, c'est ce qui a permis à la vie, aux arbres, aux plantes, d'être plus efficaces. La plante, elle va utiliser les champignons pour récolter de l'eau et des sels minéraux extraits du sol. Et la plante, en échange, elle va fournir du sucre et de la vitamine qu'elle va produire avec la photosynthèse. Grosso modo, grâce aux mycorhizes, on a 80% de surface d'échange en plus. Donc c'est une plante sans mycorhizes, c'est une plante qui souffre en fait. Donc quand on fait des champs où il n'y a pas de champignons, les plantes elles sont en insuffisance. Et ça permet de prospecter l'eau, 30%. Donc un sol qui n'est pas vivant, un sol qui est juste un support, je dirais, inerte, auquel on met de l'engrais, des pesticides et tout ça, c'est un sol où la plante elle a du mal à fonctionner. Un sol avec des mycorhizes, donc aujourd'hui c'est un système naturel qui fonctionne normalement, et ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, petite question, pour vous c'est quoi ça? Qu'est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est? S'il vous plaît, une petite idée, c'est quoi? C'est des poissons. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font à ces poissons? Ils font de l'eau. Ils font quoi? Ils vont tous dans le même sens en fait. Ils sont en train de remonter une rivière en fait. Alors ça, c'est des saumons. Alors pourquoi je vous parle de saumons alors qu'on parle de sol? Je sais pas. En fait, c'est les saumons. En fait, c'est la course des saumons. Donc une fois par an, grosso modo, ils vont monter de l'océan pour aller se reproduire dans les têtes de bassins versants. Par exemple, sur la Loire, ils vont rentrer à Nantes, vous connaissez, et ils vont aller jusqu'à l'Allier. C'est à plus de 1000 km. En Bretagne, ils font moins de kilomètres, ils sont 200 km. Mais c'est pas grave, en fait, ils vont remonter de la mer à la terre. Alors le saumon, qu'est-ce que c'est? C'est un animal qui s'est reproduit donc sur les petites rivières. Il grossit un peu, il descend la mer, là il grossit, il devient un adulte mastoc, il fait parfois il peut faire 1 mètre. Il va faire tout son cycle et puis à un moment il dit faut que j'aille me reproduire, donc il remonte. Et quand il remonte en masse. Alors, on ne voit pas ça en France aujourd'hui, ça a disparu. Mais il faut bien imaginer qu'il y a à peu près 150 ans, et donc jusqu'à il y a 150 ans, mais ça existait depuis des siècles et des millénaires, en fait, chaque année, il y avait cette quantité de saumon qui remontait la Seine, la Loire, tous les fleuves atlantiques, en fait. Et ça, c'est de la matière vivante qui va rentrer dans le cycle de la matière. Elle va se faire bouffer, donc ça va faire des crottes, ça va nourrir le sol, et pas que. En fait, elle va mourir. En fait, les saumons, ils remontent juste pour se reproduire. Ils ne mangent pas, il va faire ces petites choses, il crève. Donc ça va nourrir la matière, le sol. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On a un lien entre la terre et la mer. En fait, la terre, les continents perdent par les rivières tout un tas de matière organique qui va aller donc nourrir le plancton, qui va nourrir les petites planctons, les algues. Après, ils vont se faire manger par des petits animaux planctoniques qui vont se faire manger par des petits poissons, qui vont se faire manger par les gros poissons, et ça va remonter. Donc on a un cycle de matière qui va de la terre à la mer et qui va remonter de la mer à la terre. Rien ne se perd, tout se transforme. On est tous issus de la terre et on va y retourner. Là, c'est un exemple de cycle. Alors, pour l'instant, en fait, il n'est pas en bon état. En fait, dans la Loire, aujourd'hui, on a quasiment plus de saumon qui remonte. C'est pas un cycle primordial, mais c'est partie des écosystèmes. Et quand on a cassé ces systèmes, c'est-à-dire qu'on modifie les équilibres de fonctionnement des sols, notamment. Revenons un petit peu au sol. Donc, je vous ai dit, il y a la matière organique vivante, mais en fait, si on prend le camembert de gauche, on se rend en poids, la matière minérale, c'est 80% de la constitution. Et si on prend en volume, 50% de la matière, c'est du matière minérale. Et dans un sol vivant, dans un sol normal, il y a un quart d'air, un quart d'eau et 50% de solide. Et il y a 3% de matière organique.
Et en poids, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, la matière organique qui va faire que le sol soit vivant, c'est très peu de choses. Et pourtant, cette matière organique, c'est du carbone et des autres constituants, azote, phosphore, potassium. Un sol, une fois que ça s'est constitué, on a vu que ça met quand même pas mal de temps à se constituer, ça vit et ça meurt. Au début, donc, comme on a dit, la roche-mère, il n'y a pas beaucoup de biomasse, il n'y a pas beaucoup d'humus. Puis au fur et à mesure, la vie naît et ça va augmenter cette biomasse et humus. Et puis au bout de 100 000 ans, 1 million d'années, voilà, le sol se modifie, il perd ses qualités et il devient non-vivant. On retrouve des vieux sols plutôt dans les zones tropicales. Ça a été modifié par l'homme en partie, mais le système, il a une durée de vie comme assez longue. On se rend compte qu'avant que le sol y meure, il faut déjà 100 000 ans, quoi. Seulement aujourd'hui, on accélère les processus. Quand on a des terres agricoles intensives, là c'est un processus qu'on va illustrer par des petites expériences. Vous prenez une bouteille d'eau coupée, donc là vous avez 4 bouteilles d'eau, vous mettez une motte de terre en haut et vous laissez passer un quart d'heure, 20 minutes. Le sol qui est dans la colonne 1, c'est un sol en agriculture conventionnelle. C'est un sol donc, vous pouvez retrouver dans les céréales classiques avec pesticides, engrais. On voit qu'au bout de 20 minutes, vous avez quoi? Vous avez de la boue en fait. Vous avez, il n'y a plus de mode de sol, tout a été désagrégé. Un sol qui est bêché, pareil, en fait, il n'a pas une bonne consistance. En fait. Il va finir par se désagréger. Et on voit qu'il y a un comportement différent, c'est le sol ni retourné ni paillé, lui, il va très peu se déliter. Il va rester en motte au-dessus de l'eau, il va se gonfler en fait. Et le sol en couverture permanente, donc lui, il a quasiment pareil, pas d'éléments. La différence, c'est que les sols de droite, ils ont un taux de matière organique fort. La matière organique dans les sols, c'est une sorte de colle. Alors je vais vous mettre comparaison, la morve en fait. La morve, ça colle, c'est gluant, ça tient de l'eau. Et bien en fait, dans les sols vivants, les organismes vivants, c'est-à-dire que les petites c'est pas des vers de terre, mais des petits nématodes, ces tout petits vers qu'on voit pas, pour pas que le sol se casse la figure sur eux, ils vont créer des petits tubes, donc de ce style de morve. Et ça, avec le fait qu'il y ait des petits tubes et ainsi de suite, ça va stocker l'eau, ça va le structurer. Si vous faites un bêchage ou un labour, vous cassez ça. Et en plus, comme vous apportez de l'oxygène dans le sol, il y a une dégradation de la matière organique qui va relarguer du CO2 et ça va modifier les équilibres. Donc en fait, ce qui prouve que si vous voulez un sol qui tienne par rapport à l'érosion, on parlait d'érosion par le vent ou par la pluie, il faut moins bêcher et il faut couvrir le sol. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, mais ça concerne la France, on estime que les pertes de sol, c'est 1 cm sur 10 ans. On me dirait 1 cm, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Et pourtant, en fait, le processus de création d'un sol, pour 1 cm, c'est 1000 ans. Donc en fait, on a un processus de perte des sols qui est accéléré, qui n'est pas compatible avec la survie en fait, de ces sols. Et on en perd plus qu'on en crée. Aujourd'hui, quand on regarde dans les différents types de sols qui existent en France, il y a des zones qui sont fragiles plus que d'autres. Donc on a la Bretagne, on a le Nord, on a le Grand Ouest, j'ai mis les zones au rouge là, et puis un peu du côté des montagnes. Pour des questions de pente, pour des questions d'historique du sol, ça c'est des zones qui sont déjà difficilement, entre guillemets, qui supportent mal l'érosion. Et on va avoir en plus, double peine, sur ces zones-là, des grandes cultures parfois. Donc là, les 2 cercles rouges, c'est le nord et puis tout ce qui est du côté de Toulouse. En fait, dans ces zones-là, ils ont appauvri les sols. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant le processus d'agriculture conventionnelle, on a déstructuré le sol, donc on n'a plus on n'a plus la tenue du sol par les vers de terre, on a moins de vers de terre parce qu'on a des pesticides, on n'a plus tous les micro-organismes, et au final, donc dans des zones où c'est à la fois pas stable, on n'a pas de carbone qui permet de tenir le sol. Je donne un exemple, c'est dans les Andes, ils ont des taux de carbone parfois qui montent à 20% dans certains sols. Quand il pleut, le sol peut tenir 2,5 fois son volume d'eau. Et ça fait une sorte de gelée. Alors que si vous n'avez pas ça, en fait, le sol, on a vu, il se délite en boue. Et il y a un deuxième point, c'est qu'on a modifié les paysages. Les bocages, qui étaient donc des formes de culture qui étaient plutôt développées jusqu'à 1900-1950, avant la mécanisation, ils permettaient de stopper les flux d'eau qui emmenaient les particules de sol, ils permettaient l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc c'est un système qui permettait d'être vertueux
En plus, le végétal qui va chercher dans les matières organiques et les matières minérales dans le sous-sol, il les remonte en surface, il fait de la feuille qui va se dégrader en litière, qui va nourrir le carbone du sol. Donc en fait, un système avec du bocage, il permet de maintenir une exploitation agricole où on va exporter de la matière en coupant les céréales pour les manger, mais d'apporter un renouvellement par la matière du sol profond. Quand on supprime ce bocage et qu'on fait l'agriculture intensive, on se retrouve avec le rond rouge à droite, des coulées de boue. Pour vous dire qu'une haie, en fait, 1 mètre linéaire de haie, ça permet de stocker 5 à 10 mètres cubes d'eau en fait, dans le sous-sol. La réserve d'eau est dans le sol. Le processus de bocage, c'est un processus qui s'est fait sur 2000 ans quasiment. Là, en haut à gauche, après les glaciations, vous avez un sol nu. Après, il y a les donc en fait, chaque fois qu'il y a des glaciations, on perd un petit peu de cette matière organique. Donc le couvert végétal, en point 2, s'est développé. Après, on a élagué des arbres pour pouvoir faire des petites cultures. Et puis aujourd'hui, donc c'est complètement à gauche, tout en bas, on a supprimé les haies, donc la terre se repart de nouveau. Le processus de bocage, donc si laissez les petites photos en fait à droite, on voit qu'il n'était pas en 2 secondes. En 2000 ans, on est passé de quelques open fields, quelques petites prairies ou quelques petites céréales de culture jusqu'à un système complètement occupé. En Europe, en 1850, on était quasiment en fait, au maximum de l'exploitation du sol. La difficulté, c'est qu'en fait, la population, le ratio population en fait, et capacité de production du sol était limitée. On avait du mal, on avait des famines parfois. Donc c'était un système qui n'était pas non plus capable de produire plus qu'il y avait d'humains à l'époque. Donc c'est-à-dire qu'on était un système vertueux, mais qui atteignait ses limites. Et aujourd'hui, ces limites, on les a dépassées grâce à l'azote, le phosphore. L'azote, c'est de l'azote transformé à partir de la chimie du carbone. Donc c'est de l'azote minéral. Et le phosphore, c'est des mines au Maroc qu'on apporte par bateau. Et on met ça dans les champs pour nourrir le champ. Et puis on casse les haies parce qu'on a la mécanisation. Un tracteur, c'est pas pratique avec des petites parcelles qui étaient faites pour être exploitées par cheval. Donc au total, ça c'est un exemple extrême, mais ça, dans beaucoup d'endroits en France, on a eu moins 70% de haies dans le bocage depuis 1950. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pas de bocage, terre moins riche en carbone, érosion. Donc ça, c'est tout simplement en sortie d'hiver, vous avez une petite pluie, les cours d'eau, c'est pas des cours d'eau, c'est des cours de boue en fait, ils se créent, et vous pouvez avoir carrément des départs de 20-40 cm de sol. Alors, on a vu que en fait, c'est une ressource non renouvelable, et qu'il faut 1000 à 10 000 ans pour 10 cm de sol. Donc c'est quand même plutôt dramatique. Les agriculteurs sont en train de perdre leur capacité de produire en fait. Et puis derrière, il y a la colère qu'on a vue cette année. Ah oui, il y a de la boue dans les rivières, ça évacue plus, ça inonde. En fait, c'est les shadocks. D'un côté, on perd la terre parce qu'en fait, on veut produire beaucoup. Puis après, derrière, on la retrouve dans la rivière. Et puis on dit, bah ouais, l'eau ne s'évacue plus. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On veut continuer un système comme on l'a aujourd'hui, où on va être obligé de gérer la crise. On cure, donc on utilise du carbone, du CO2 pour aller sortir de la terre de la rivière. Ça n'a pas de sens en fait. La question c'est comment on peut gérer la source. Donc il y a des systèmes qui sont curatifs. Donc, on ne change pas fondamentalement le système agricole, mais on va faire des bandes enherbées sur les zones, les petites alvègues. On va faire des tressages de saules ou de branches pour stopper la terre. Bon, c'est un pansement quand même. C'est pas non plus le mieux. Si on revient à des systèmes antérieurs, on ne va pas forcément revenir partout comme ça. Mais il faut se dire qu'à l'époque, ils avaient quand même réfléchi et ça marchait. Donc les systèmes où il faut s'inspirer, c'est un petit peu des choses qu'on a su faire. Le bocage, en fait, breton, là, c'est un chemin creux. En fait, il y a des haies sur talus en Bretagne et c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, avec la mécanisation, il faut peut-être des haies plus éloignées, mais en fait, on peut retrouver un système qui permettent que l'eau se barre sans emmener la matière, sans emmener la terre, et puis qu'elle s'infiltre. Ou à droite, ça c'est dans le Gard, on a tout simplement les terrasses. Les terrasses, ça fonctionne. C'est aussi peut-être pas adapté à tout type d'agriculture, mais à des endroits, ça existait, ça fonctionne. Aujourd'hui, on a des systèmes qui se mettent en place, qui sont plus adaptés par rapport à l'agriculture intensive, entre guillemets, qui est basé sur le mot K-line design, au fait où ils vont recréer des systèmes de rigoles qui vont cheminer selon une ligne topographique et ils vont planter une haie derrière. Alors ça permettra de
d'infiltrer beaucoup plus de l'eau. Donc ça, c'est un peu une question de faire ce qu'on a défait. C'est-à-dire qu'on va remembrer le paysage agricole. À l'époque, on avait supprimé les haies. Maintenant, en fait, il va falloir en réintroduire. Il y a l'objectif de faire 50 000 km de haies nettes par an, je crois d'ici 2027, l'objectif gouvernemental. Seulement, chaque année, il y a encore plusieurs milliers de kilomètres de haies qui sont détruites. En fait, la question, c'est comment on peut rendre la haie compatible avec un système agricole industriel et tout en étant économiquement rentable. Donc ça, c'est les problèmes donc on pourra aborder tout à l'heure, qui sont quelle économie de l'agriculture. Aujourd'hui, il y a des systèmes agricoles qui fonctionnent, qui sont rentables, avec l'alternance des cultures, avec l'agroforesterie. Ça, c'est des systèmes qui vont permettre de renouer avec la vie du sol et de la restructurer. Derrière cette vie du sol, il y a la question des pesticides quand même, parce que en fait, si on met des néocotinoïdes et des choses comme ça, finalement, il y a un impact sur la vie du sol. Et un sol non vivant, on a dit, il ne fonctionne pas, ce n'est pas que des plantes le sol. Pourquoi l'agroforesterie? C'est parce qu'en fait, il faut imaginer que vous avez un arbre, vous avez le même volume quasiment de racines en sous-sol qu'en surface. Et donc ces arbres, plus ils sont grands, plus ils vont chercher les matières profondément. Quand vous avez une céréale, c'est la deuxième colonne, qui est monoculture, le clone, tout le monde a tout le même champ avec des plantes qui font 40 cm d'auteur, le système racinaire va très peu profondément. Donc en fait, il n'y a pas d'apport du sol profond vers la surface. Et en plus, vous exportez la matière organique, puisque vous exportez la paille et les céréales. Donc vous appauvrissez au fur et à mesure les 30 cm de sol qui sont les plus fertiles, les premiers centimètres. Et donc en fait, c'est pour ça que l'agriculture agroforesterie qui est proposée, en alternance à droite d'arbres et de céréales, permettra de jongler entre la production de matières vives pour nous se nourrir, peut-être même les arbres peuvent être aussi nourriciers en faisant des noix ou d'autres systèmes, et de pouvoir recréer des cycles de carbone et de matières vivantes. Ça, c'est pour illustrer entre un système en fait, de culture, monoculture entre guillemets industrielle. Donc c'est toutes les espèces qu'on cultive aujourd'hui. On voit que les racines à gauche vont peu profond. Et puis les racines naturelles, c'est pas des plantes qu'on exploite pour manger, mais en tout cas le système naturel, il est fait pour exploiter la profondeur. Donc ce qui prouve bien qu'il faut retrouver un équilibre entre des systèmes d'agriculture, de production intensive, de surface. On va quand même pas récolter des trucs qui se mangent pas, et un système où on peut mettre des plantes qui vont en profondeur, l'agroforesterie. Il faut se dire une chose, c'est que si on stocke du carbone dans le sol, c'est réversible. Aujourd'hui, avec l'agriculture intensive, on déstocke le carbone du sol. Vous avez la colonne donc, qui est à gauche, verte, c'est les terres cultivées. On voit que naturellement, une terre cultivée stockera moins de carbone à l'hectare. La prairie, donc c'est un système où il y a plus de vie, plus de racines permanentes, il permet de stocker plus de carbone. Et la forêt, bon, c'est le top, c'est le truc de la colonne bleue. Seulement, quand vous transformez une forêt en prairie, vous allez oxygéner le sol, vous allez le mettre à la lumière, donc il va se perdre un peu de carbone. Donc c'est-à-dire que vous relarguez du CO2. Et ce CO2, il va s'ajouter à tout ce qu'on produit actuellement. Et quand vous transformez une prairie en terre cultivée, c'est encore pire. Donc en fait, ce carbone, on dit qu'il est labile, c'est-à-dire qu'en fait, selon ce qu'on fait, ça va changer. Et comme on rappelle que l'agriculture peut changer, la méthode d'agriculture peut changer le climat, voilà, faut qu'on fasse attention. Il y a un truc important aussi, c'est que dans le système aujourd'hui, pourquoi on utilise des engrais azotés, phosphorés et tout ça, c'est parce qu'on n'a plus les bêtes qui apportent la bouse ou les fientes d'oiseaux. Il y a la Bretagne qui produit beaucoup d'animaux, et puis les grandes plaines céréalières de Beauce et ailleurs, il n'y a pas trop d'animaux. En fait, il faut recréer des cycles courts. Donc si on veut que le système fonctionne normalement, il faut des arbres et des bêtes. Donc il faut moins spécialiser les paysages agricoles. Et aussi, une des solutions, c'est l'agriculture de conservation qui est en test, qui se développe, qui peut se faire, souvent ça se fait aujourd'hui avec l'usage du glyphosate, parce que pour tuer les adventices, à un moment donné, c'est pas idéal, mais il y a de l'agriculture de conservation qui commence à se développer sans pesticides, en bio. Donc ça marche. Alors quand on fait avec le glyphosate, en fait, ça marche quand même, parce que en fait, la vie dans le sol, comme il n'y a pas de labour, elle remonte. Mais c'est pas top, puisqu'on on continue à utiliser du glyphosate. Donc c'est pour ça que le système en bio il se développe, mais ça a plusieurs avantages. Par contre, il faut changer. On n'est plus en monoculture. Il faut de la diversité de rotation du culture. La couverture permanente du sol, elle protège un sol vivant.
C'est pas un sol où il y a la terre nue. En fait, la terre nue, c'est pas naturel. Si on n'était pas là, il n'y aurait jamais de terre nue. Hein. Ça n'existe pas dans le système naturel. Et en fait, on fait un semis avec des machines comme ça, directement dans les plantes qu'on va tailler, qui vont nourrir la surface du sol. Un point important aussi, c'est que derrière toutes ces questions de carbone, de vie dans le sol, il y a la vie terrestre superficielle, celle qu'on voit sur Terre, les petits oiseaux, les petits insectes. 70% des insectes ont diminué. Alors pourquoi ? Pour des questions de pesticides, pour des questions de modification du paysage. Ils vivent où tous ces insectes ? Ils vivent dans les haies. En simplifiant le paysage, on déstructure l'écosystème, on a moins d'animaux, parce qu'en fait, les petits animaux, ils n'en ont plus, donc les moyens d'animaux, il y en a moins. Donc en fait, si on veut recréer en fait, un système écologiquement plus intéressant, il faut réintroduire donc, du bocage et des rivières qui ne sont pas des drains. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a assisté tout système agricole depuis les années 50. On a dit, il pleut, donc pas de souci, on va drainer un max. Donc pas mal de terres agricoles sont drainées. Puis maintenant, on se dit, il n'y a plus d'eau, on va construire des bassines. Oui, en fait, il faudrait peut-être réfléchir à stocker l'eau dans le sol. L'eau qui sera stockée dans le sol, il ne sera pas exposé au soleil, il ne sera pas exposé à l'évapotranspiration, il nourrira le sol. Donc en fait, il faut rétablir un écosystème fonctionnel, donc un paysage agricole différent. Le sol, c'est un ensemble de choses. Ça régule le climat, ça donne des éléments nutritifs, ça a plein de vocations. Je ne vais pas détailler, vous le verrez dans le PowerPoint qu'on vous redonnera. Par contre, il y a une menace qui est bien réelle, c'est qu'en fait, avec le changement climatique, on est en train de se tourner vers des sols qui sont de plus en plus méditerranisés et un risque de désertification à terme. Le climat de Nantes en 1950, donc c'était à cet endroit-là. Aujourd'hui, en 2020-2024, on a plus 1 degré par rapport au climat de 1950. C'est-à-dire qu'en fait, pour 1 degré de plus, vous imaginez que vous avez descendu de près de 200 km. Donc si on dit qu'on a plus 1 degré, Nantes, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt à l'embouchure de la Gironde par rapport au climat de 1950. Et si on prend 1 degré de plus, parce qu'on va quand même prendre des degrés, ils vont pas s'arrêter, on va descendre vers, grosso modo, la côte basque, et ainsi de suite. Et si on a ces changements-là, on n'a plus la même agriculture. Donc en fait, on ne pourra plus produire des bovins avec des gros fromages et tout ça. On va passer dans le sud, ils ont des moutons, des chèvres, et puis ainsi de suite. On va changer de système agricole. Donc en fait, on va de force être obligé de changer de système agricole. Pour des questions de biologie du sol. Donc là, la question qui se pose, on voit cette actualité, c'est quel système agricole on veut ? Est-ce qu'on veut un système encore plus dans l'intensif et curatif, ou est-ce qu'on veut un sol qui fonctionne ? Et dernier point important, c'est qu'avec ce système de gestion du sol, du carbone dans le sol, on va pouvoir modifier le climat. En fait, le graphe de gauche, ça montre qu'en fait, on est sorti de la glaciation à peu près il y a 10 000 ans, et qu'on devait rentrer de nouveau dans une glaciation. Et comme il y a eu la vie humaine sur Terre qui est apparue, ils ont commencé à faire des semis, ils ont commencé à labourer, et ils ont fait quoi ? Ils ont libéré du CO2. Donc en libérant du CO2, ça a maintenu en fait un optimum en fait depuis près de 10 000 ans où on n'a pas eu de reglaciation. Par contre, maintenant, on a tout pété le truc parce qu'en fait, on est plutôt dans la zone rouge, on est en train de remonter. Pour montrer que c'est pas une idée saugrenue, et c'est des scientifiques qui l'ont dit, il y a eu vers 1300 la grande peste. La population est passée de 80 millions d'euros. Ça, c'est des estimations en Europe, c'est à la louche. Entre 80 millions d'euros, 80 millions de personnes, on est passé à 45. Donc en fait, on a diminué par 2 la population, donc moins d'agriculture. Et en fait, à cette époque-là, moins d'agriculture, moins de CO2. Il y a eu une petite glaciation, un petit âge glaciaire qui est apparu à ce moment-là. Donc en fait, aujourd'hui, une des solutions, c'est de restocker petit à petit du carbone dans le sol. Les 4 pour 1000, c'est un slogan qui dit que si on stockait 0,4% de plus chaque année de carbone dans le sol, donc de la vie, on pourrait compenser nos émissions de carbone. Et là où il y a le plus de potentiel de stockage du carbone dans le sol, comme par hasard, c'est dans le Nord et dans l'Aquitaine. Pourquoi ? Parce que ce sont des sols qui sont aujourd'hui appauvris en carbone du fait du système de culture. Donc si on change les systèmes de culture dans ces zones-là, on aura des capacités d'augmenter le stockage du carbone. Et en fait, la spirale, donc c'est à droite, en fait, la Terre, elle était sortie d'une période glaciaire. Là, on est en train de se précipiter dans une zone un peu plus chaude. Et en fait, en modifiant, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est un des leviers. En modifiant le type d'agriculture, on pourra jouer finalement sur
le climat de demain. Moi, j'ai terminé. Je vous invite à réfléchir à ce que vous retenez. Éventuellement, vous le notez dans un petit papier. Et puis, donc, si on a des questions, voilà, on est à votre disposition. Oui, super, merci beaucoup. C'était très riche et super intéressant. Du coup, ce que je vous propose pour l'instant, c'est de prendre 30 secondes un peu de silence et de voir déjà assimiler toutes les infos qui sont passées et voir si vous avez des questions propres à cette intervention que vous voulez poser maintenant, des questions de compréhension, si vous voulez revenir sur certains points, certains termes. Ça marche? Ah oui. Bonjour, moi du coup je suis étudiant en première année à Centrale et j'avais une question concernant l'agriculture de conservation parce que j'ai pas très bien compris le principe. Enfin, vous laissez des plants et en même temps vous en semez d'autres? Alors en fait, l'idée de l'agriculture de conservation, c'est de ne pas labourer. Parce que le labour, ça déstructure le sol et ça donc supprime le fait que le sol va pouvoir absorber l'eau plus facilement et ça va casser la vie. Donc en fait, ça va limiter le labour ternu, ça diminue la vie. Donc en fait, l'idée, c'est de favoriser au maximum la couverture du sol. Donc pour cela, on va mettre tout le temps des plants, des plantations, de la moutarde, des choses comme ça. Et donc certaines, on va les exporter parce qu'on a besoin pour la production, et d'autres, on va les laisser pour nourrir le sol. Donc en fait, la machine qu'on a vue tout à l'heure, elle avance devant, elle fauche, elle pose sur le sol, et derrière, il y a donc un système de semis qui permet de créer un tout petit rang, mais pas très large, pas très profond, où il va poser les graines. Donc les plantes devant, elles vont crever, elles vont nourrir la vie, et les plantes derrière vont pousser là-dedans. En fait, à la base, ça fonctionnait comme ça. Hein. La nature, les graines poussaient toujours sous couvert. Donc là, le système est à essayer de reproduire ce système de couvert permanent pour que le sol soit plus riche en vie et en carbone. Pour la récolte, j'ai pas un problème après pour trier ce que je récolte. Enfin, j'ai du blé, de la moutarde, du chardon. Alors en fait, là pour le coup, l'exemple c'était de la moutarde. Ils l'ont couché, donc il n'y aura pas de problème à la récolte. À la récolte, en fait, ce qui a été couché sera mort. Ça devra transformer en litière. Et ce qui aura poussé derrière, ça sera du blé ou autre chose. Et ça sera récolté normalement. Ce qui se passe par contre maintenant, c'est qu'on essaie d'assembler des légumineuses et des plantes non légumineuses, style des céréales, parce que les légumineuses sont capables de stocker l'azote du sol, de l'air, et donc en fait de créer un apport de matière azotée sans engrais. Et donc là, on se retrouve parfois avec des cultures où il y a 3 types de cultures sur un champ, et dans ces cas-là, soit c'est à différentes hauteurs, et donc ils ont des machines pour gérer à différentes hauteurs, soit c'est récolté en même temps, et ils font du tri avec des trieuses à graines. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Si j'ai bien compris, vous travaillez aussi en collectivité territoriale et j'aimerais bien savoir les solutions que vous avez présentées concrètement, comment vous arrivez à les favoriser ou est-ce que vous arrivez à les favoriser ou à créer du changement sur les territoires? Alors, mon collègue à côté pourra en partie répondre parce qu'il y a des initiatives qui sont faites entre le lien des collectivités qui s'occupent des captages d'eau potable et finalement l'agriculture qui est autour de ces captages d'eau potable. Tu en parleras peut-être tout à l'heure, ouais, donc c'est peut-être mieux. Après, moi, je travaille dans une conseil régionale, donc en fait, on n'est pas en interface directe avec les agriculteurs. Par contre, on donne des aides donc sur le système agricole pour avoir favorisé l'initiative, je dis le bio, le conservation. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, si le système nous amène aujourd'hui à produire ce type d'agriculture, c'est qu'il faut changer le système en fait. Les aides agricoles en fait qu'on a en termes d'écologie, c'est rien en fait, c'est 1% de la masse d'argent qui est donnée. La PAC annuellement, c'est 9 milliards d'euros qui tombent sur l'agriculture. Donc l'agriculture aujourd'hui, elle est largement subventionnée parce que sinon le système ne fonctionnerait pas. Donc, pourquoi pas? Mais pour quel type d'agriculture? Et aujourd'hui, on donne des aides pour l'environnement, c'est centaines de millions d'euros, 500 millions d'euros, mais c'est quoi par rapport à 9 milliards? Si on veut changer le thème d'agriculture,
il faut réviser la politique européenne agricole, il faut favoriser, on parlera peut-être une planification en fait, de ce changement. Et j'en parle pas plus, que je pense que ce sera un des sujets de tout à l'heure. Du coup, on peut faire 1 sur 2, peut-être c'est simple. Bonjour, je suis étudiante en master humanité Plus près du micro. environnementale. Comment ? Plus près du micro, là. Est-ce que c'est bon ? Ouais. Ok. Donc je suis étudiante en master en humanité environnementale à Nantes Université, et sur votre diapo, il est passé la notion de fixation symbiotique. Voilà, c'était pour vous demander de quel processus il s'agit. C'était avant. On remonte. La symbiose, en fait, c'est que il y a des organismes vivants qui peuvent être des parasites. Donc le parasitisme, c'est quand un organisme va exploiter l'un quasiment pour le tuer. Okay, les virus, la plupart du temps, c'est comme ça. Mais par contre, la symbiose, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un échange de bons procédés. Et ce qui se passe, c'est que quand on a le système racinaire et les mycorhizes qui travaillent ensemble, il faut imaginer qu'en fait, le système mycorhizien va rentrer dans les cellules de la racine et il va y avoir des interfaces d'échange dans ces zones-là. Et donc, le mot symbiose, ça veut juste dire qu'il y a un bénéfice des deux côtés. Et par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, ça c'est plus globalement, il y a quasiment en fait une spécialisation entre les mycorhizes et les plantes. Donc il y a certaines plantes qui ont certains mycorhizes et d'autres. Et en fait, ce qui va faire que le système fonctionne globalement, c'est une certaine diversité. Si vous faites une monoculture d'un arbre et qu'il y a, je sais pas, un truc qui va être un parasite XY qui va se développer, si c'est une monoculture, il va être facilement, on va pouvoir tuer tous ces arbres d'un coup. Si vous avez une diversité, vous avez, par exemple, que des génétiquement, il y a une grosse diversité des chênes, par exemple, plantés, il y aura plus de facilité d'avoir une résistance. Donc la résistance en fait aux pathogènes, elle est liée du fait qu'il y ait des champignons, par exemple, et du fait que vous ayez dans le paysage une variété d'espèces. Et aujourd'hui, quand le système agricole se met en place, pour des raisons de productivité, on a des champs avec une seule monoespèce monogénétique de maïs ou de céréales. Et en fait, si on veut arriver finalement à avoir une bonne résilience, il faudra réintroduire la diversité génétique. Donc il y en a qui travaillent sur les vieilles graines, en fait, retrouver la capacité d'utiliser des graines qui sont un peu moins industrialisées. Voilà. Est-ce que c'est clair pour la réponse ? Merci. On va bientôt passer à la deuxième présentation, donc peut-être on peut juste prendre une dernière question. Une dernière question ici, c'est possible. Et au fond. Très bien. Notre système agricole actuel, il a été développé sur maximiser le rendement, en changeant pour que ça soit meilleur pour l'environnement. Est-ce que vous pourriez quantifier à quel point on baisserait notre rendement et qu'est-ce que ça voudrait dire pour la société ? Est-ce qu'on reviendrait à une ère un peu pré-mécanisée où un ménage dépensait 50 à 60% de son revenu en nourriture ? Alors, peut-être c'est un débat, en fait, je pense qu'on pourra ouvrir plus précisément à la fin, mais c'est sûr qu'en fait, si on parle en termes de données, il y a la FAO, donc l'organisme international, qui a dit qu'on pouvait produire les besoins de nourriture pour l'humanité en bio. Donc les gens qui disent que c'est pas vrai, c'est un débat, après moi je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas il y a des gens qui sont penchés là-dessus. La question c'est qu'on a beaucoup de gaspillage déjà alimentaire, et dans les process en fait. Donc, ce qui fait que si on grappillait là-dessus, on pourrait avoir autre chose. Et deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les rendements plafonnent et s'écroulent même par endroits. Donc, en fait, on est dans un système où on est à bout de souffle parce qu'en fait, le sol, à un moment donné, c'est pas un support inerte. Et si votre support est inerte et qu'en plus il se barre, vous allez perdre la production. Donc, en fait, on est arrivé à un endroit où on n'a plus trop le choix si on veut continuer à produire. Donc on avait des béquilles, que c'était l'azote et le phosphore, mais ça ne va pas fonctionner éternellement. Un peu plus, c'est le problème de carbone, en fait, c'est qu'il faut du carbone pour aller chercher de l'azote, pour produire l'azote et pour aller chercher du phosphore. Donc en fait, on aura une société qui ne sera pas pareille. Aujourd'hui, on apporte du soja d'Amérique du Sud qui est sur des terres déforestées pour nourrir des vaches. Voilà, je pense qu'il y a plein de systèmes en fait, qu'il va falloir réfléchir. De relocaliser, mais ça tu en reparles un petit peu, de végétaliser. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin parce que je ne veux pas empêcher qu'on ait des débats avec mon collègue, mais la question c'est qu'il faudra de toute façon réimaginer une société agricole.
On ne peut pas se passer d'une modification professionnelle, donc une planification quelque part européenne, hein, et des liens qu'on a avec l'étranger. Merci. Allô? Oui. Oui, du coup, n'hésitez pas à noter vos questions pour les personnes qui n'ont pas pu les poser, et puis il y aura un autre temps d'échange à la fin. Ah oui, et il y a moyen aussi de noter vos questions sur un questionnaire en ligne pour ensuite rediscuter avec les intervenants par la suite. C'est bon pour moi? Ouais, c'est bon pour vous. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup pour l'invitation, merci Antoine pour la présentation. Je vais rentrer certainement moins dans la technique. L'enjeu pour moi, c'est de vous présenter un petit peu un témoignage sur la manière dont aujourd'hui l'eau est gérée sur notre territoire et comment est-ce que cette gestion-là montre les limites de la gouvernance actuelle, les limites de notre modèle de production, de nos modes de vie, et ce que pointent aussi les leviers qui peuvent être activés par notre société pour mieux gérer cette eau-là et l'ensemble de nos rapports vivants. Peut-être pour commencer, je me présente, je suis donc Ludovic Brossard, je suis élu à la ville de Rennes depuis 4 ans, en charge de l'alimentation durable et l'agriculture urbaine. Donc je travaille avant tout sur les enjeux de restauration collective scolaire, comment est-ce qu'on intègre un peu plus de bio et de local dans les repas qui sont proposés en tout aux 14 000 convives de la restauration collective de la ville de Rennes, sur des enjeux d'agriculture urbaine autour d'appels à manifestation d'intérêt qu'on propose pour installer des paysans et des paysannes sur des productions vivrières sur la ville de Rennes, et grosso modo autour des enjeux de démocratie alimentaire, comment est-ce qu'on remet de la démocratie aussi au centre du système alimentaire. Parce que je suis élu à la ville de Rennes, je suis aussi vice-président de la collectivité eau du bassin rennais. La collectivité eau du bassin rennais, c'est une collectivité qui produit de l'eau potable pour les 550 000 habitants du bassin rennais. Et parce que je suis élu aussi à la ville de Rennes, je siège à la commission locale de l'eau, qui est le parlement de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vilaine, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et comme élu, c'est pas un métier, je suis technicien agricole, donc je travaille actuellement à la LPO Bretagne, Ligue de protection des oiseaux de Bretagne. Je suis chargé de mission agriculture biodiversité, et je travaille depuis un peu moins d'1 an dans ces structures sur des enjeux de meilleure prise en compte de la préservation de la biodiversité et l'amélioration de l'accueil de la biodiversité sur les fermes, notamment en pilotant avec d'autres structures sur l'échelle de la Bretagne la démarche paysan de nature, qui est née d'ailleurs en Vendée il y a quelques années. Et donc j'ai une formation, j'ai un BTS gestion et protection de la nature, j'ai fait une licence de conseiller technique en protection de l'environnement, ce qui m'a amené à travailler sur des enjeux à la fois liés à l'eau. J'ai été technicien bocage, érosion, donc ce que Antoine a mentionné à travers les haies bocagères, les zones humides ou les impacts des pratiques agricoles sur les phénomènes d'érosion, de ruissellement. Ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué. J'ai travaillé également dans une collectivité, donc le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, plus sur les enjeux autour de l'économie agricole, comment est-ce que via la diversification, via le développement des circuits courts, via la transformation ou la vente directe, on pouvait aussi amener les fermes vers des pratiques beaucoup plus durables. Et puis avant d'intégrer la LPO, j'ai travaillé à Dinan Agglomération, donc c'est une communauté de communes, sur un PAT, donc un plan alimentaire territorial, où là l'enjeu c'est de déployer à travers cette politique une reprise en main en fait par le territoire de tout le système agricole et alimentaire. Juste cette photo-là, donc quelle gouvernance de l'eau à l'ère de l'Anthropocène. Cette photo-là, je l'ai utilisée pour illustrer un petit peu
pour symboliser un petit peu l'impuissance actuelle de nos sociétés, des gouvernances de nos sociétés face aux enjeux de réchauffement climatique, de déclin de la biodiversité ou des enjeux, ou des enjeux sociaux et démocratiques. Mais ce que je vais vous présenter là sous forme de témoignage ce matin, c'est toute une somme d'éléments qui vont vous permettre aussi d'appréhender les solutions, parce qu'on a des solutions, elles existent, on n'a pas grand chose à inventer au final, et c'est avant tout un message positif que je vais essayer de vous passer, mais c'est pas toujours évident. Ah, pardon. Le plan très rapidement, donc je vais évoquer la question de la disparition de ce bien commun qui est l'eau, la présentation de la gouvernance de l'eau en France, un focus sur le schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui est un outil à mon sens qui est à l'échelle peut-être du concept de biorégion que j'évoquerai auprès de vous, et puis j'évoquerai aussi très rapidement en conclusion quelques solutions mais qui ont déjà été aussi abordées par Antoine précédemment. Un bien commun en voie de disparition. D'abord, évoquer l'Anthropocène. Alors c'est a priori quelque chose que vous avez déjà abordé lors d'une précédente présentation. Il me semblait important quand même de redéfinir un petit peu cet élément-là. Donc l'Anthropocène, c'est les impacts des activités humaines qui ont fait de l'humanité dans son ensemble une force géologique capable de transformer le système Terre au point d'engager la planète dans une nouvelle période de son histoire écologique. Avec deux photos qui illustrent un petit peu la manière dont finalement l'homme et notre société a modifié le paysage, a modifié le fonctionnement des écosystèmes, avec une photo à gauche de canons à neige qui utilisent énormément d'eau, énormément d'énergie pour satisfaire au final un besoin qu'on va pas dire essentiel de pouvoir skier en montagne. Et puis la photo de droite, c'est une vue d'artiste. En fait, c'est une carrière de cuivre, et la petite boule au centre que vous voyez, en fait, c'est le cuivre qui a été réellement extrait de cette carrière-là. C'est une photo qui illustre un petit peu une des causes aussi, et une des manières dont on peut prouver le fait que l'humanité a modifié la géologie de la Terre, c'est l'extractivisme. Mais cet extractivisme-là, la pratique du ski dans une montagne qui n'est pas enneigée, je pense qu'on peut aussi ne pas qualifier l'Anthropocène à travers ça, mais on peut aussi qualifier notre période de Capitalocène, parce que c'est bien le fonctionnement de nos sociétés, c'est bien la manière dont on organise nos sociétés et donc l'économie qu'on va mettre en place qui est à l'origine des bouleversements auxquels on doit faire face aujourd'hui. On a une économie qui a été totalement dérégulée, où on a laissé prospérer des entités économiques qui ont encouragé un consumérisme et un extractivisme à outrance, et qui a aussi provoquer une concentration des richesses et une captation des richesses par quelques personnes. Quelques chiffres pour vous montrer un petit peu le contexte dans lequel on est. Au début du XXe siècle, la masse anthropique, c'est-à-dire la masse de tout ce qui a été produit par les humains, représentait 3% de la biomasse. En 2020, elle est de 1000 milliards de tonnes, cette masse anthropique, soit plus que l'ensemble de la biomasse de la planète. Donc il faut aussi essayer de prendre un peu de recul et de se dire que le bouleversement, il est total. Les humains, sur la biomasse aujourd'hui, on représente 34% de la biomasse, et les animaux d'élevage en représentent 62%. Donc on voit que on a eu un impact assez important sur le fonctionnement de la biosphère. Et puis un autre chiffre aussi à avoir en tête, l'humanité a consommé plus d'énergie depuis 1950 que dans les 11 700 années qui ont précédentes de l'Holocène. Voilà, c'est quelques chiffres qui, je pense que vous allez pouvoir retrouver aussi dans d'autres présentations, et qui montrent à quel point on est face à un enjeu important.
Ce qui permet aussi de qualifier le régime climatique qui aujourd'hui évolue, c'est à travers les limites planétaires. Donc les limites planétaires, ce sont les seuils que l'humanité ne devrait pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer pour pouvoir durablement vivre dans un écosystème sûr pour l'être humain, bien sûr. Sur les 9 limites planétaires aujourd'hui, on en a dépassé 6. Parmi celles qu'on a dépassées, par exemple les perturbations des cycles biogéochimiques, mais Antoine l'a abondamment illustré tout à l'heure. Alors là on voit pas très bien parce que c'est une photo que j'ai prise hier soir sur un magazine, mais ce que je pourrais vous proposer, c'est peut-être de vous laisser le PowerPoint pour que vous puissiez regarder ça tranquillement. L'idée, c'était de se dire qu'on avait ce bouleversement auquel on doit faire face. On a des boucles, ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, et on a des phénomènes de cascade qui fait que plus on va tarder à répondre à l'enjeu du défi climatique et au réchauffement climatique, plus on va devoir faire face à des conséquences de plus en plus importantes, quoi. Avec voilà, quelques graphiques, notamment qui sont issus des travaux du GIEC, qui montrent une hausse continue des températures, avec des records en 2023, et puis l'illustration avec un lac à sec dans les Pyrénées-Orientales, région d'où est parti le mécontentement des agriculteurs lors des dernières manifestations qu'on a connues ces dernières semaines. Alors le réchauffement climatique, c'est on doit le considérer comme aussi un élément qui va accélérer un déséquilibre déjà présent, un déséquilibre qui est lié à la manière dont on a aménagé notre territoire, l'artificialisation des sols, l'homogénéisation des cultures et des productions agricoles, la destruction d'éléments du naturel comme les zones humides. En fait, on a au cours des dernières décennies eu tendance à cacher en fait cette eau. Quand vous baladez à Nantes ou à Rennes ou ailleurs, vous constatez que l'eau, comme d'autres éléments, sont cachés dans des tuyaux et renvoient à la manière dont on a voulu simplifier en fait le fonctionnement des écosystèmes. Et donc on se prend de plein fouet en fait cette attitude-là qu'on a eue, une attitude prédatrice qu'on a eue vis-à-vis des ressources naturelles. On se le prend de plein fouet, et ces situations-là viennent aussi amplifier le réchauffement climatique. Donc Antoine l'a abordé, le changement climatique perturbe le cycle de l'eau, il modifie la qualité, la quantité, la saisonnalité et l'utilisation de l'eau. Il entraîne l'acidification des océans, la hausse du niveau des océans et des événements météorologiques extrêmes. Donc là, vous avez sur ces cartes-là la manière dont, suivant les scénarios du GIEC, du moins pessimiste au plus pessimiste, on a une évolution des débits des rivières. Donc plus on tarde en fait à répondre à l'enjeu du réchauffement climatique, plus on va devoir faire face à un changement assez brutal du fonctionnement des écosystèmes que sont les milieux aquatiques, avec des assecs de plus en plus fréquents. Et donc des impacts évidents sur les écosystèmes aquatiques et sur la capacité qu'ont les saumons à frayer demain dans nos rivières. Un petit focus sur le bassin versant de la Chaise-Canue. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est une présentation en fait de la collectivité du bassin rennais. Donc c'est une collectivité qui est chargée de pomper, potabiliser et distribuer l'eau potable pour les 550 000 habitants du bassin rennais. C'est environ 24 millions de mètres cubes qui sont pompés, consommés chaque année. Donc c'est environ 26 millions de mètres cubes qui sont pompés.
il y a de la perte un petit peu sur les réseaux. On doit faire face aujourd'hui à un défi majeur, mais beaucoup de collectivités doivent faire face à ce défi-là. C'est à la fois comment accueillir une population sur une métropole comme Rennes, tout en restant dans une consommation d'eau qui est stable, mais dans un contexte climatique qui va raréfier cette ressource en eau. Et c'est une question qui est très difficile à résoudre et qui nécessite à la fois de répondre évidemment directement aux impacts du changement climatique, donc de s'adapter à ces impacts-là, mais aussi d'atténuer le changement climatique. Et une des manières de répondre à cet enjeu, c'est bien sûr de réduire la consommation d'eau, de faire des économies d'eau, mais aussi d'aller vers une sobriété de la consommation d'eau, quoi. Donc c'est pour ça que la collectivité eau du bassin rennais, mais je vais pas m'étendre, travaille auprès de l'ensemble des usagers, donc les particuliers, les collectivités, les agriculteurs et les entreprises de l'agroalimentaire qui consomment aussi beaucoup d'eau sur notre territoire. Malgré tout, sur les 550 000 habitants, enfin, ce sont vraiment les particuliers qui consomment à 75% l'eau qui est captée sur les ressources. Ce qui est important, c'est de pouvoir anticiper. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec des chercheurs de Rennes 1 autour d'un projet de recherche. Donc c'est Ronan Abervé, un thésard, qui a travaillé sur cette démarche-là. L'idée, c'était de pouvoir modéliser le fonctionnement hydrologique d'un bassin versant qui alimente en fait un barrage qui représente environ 14 millions de mètres cubes d'eau et qui permet d'alimenter à un tiers le bassin rennais. Donc c'est un barrage qui est hyper stratégique et hyper important pour la production d'eau potable et la consommation d'eau potable sur notre territoire. Et l'enjeu, c'était de pouvoir, en fonction des scénarios climatiques qui ont été travaillés par le GIEC, de pouvoir anticiper le fonctionnement hydrologique de ce bassin versant dans les années à venir. Donc ce qu'on observe, et ce qu'on observe également sur le territoire français, c'est qu'on doit faire face à une augmentation de température, donc une évaporation beaucoup plus importante en période estivale, et aussi une modification des régimes hydriques et une désaisonnalité des pluies. Parce que le réchauffement climatique va de fait pas modifier la quantité d'eau qui va tomber sur une année sur notre territoire. En Bretagne, on a cette chance-là, mais a priori modifier les périodes où cette pluie va tomber. Et ce qui est important, que l'on capte de l'eau en souterrain, dans des nappes phréatiques, ou qu'on capte de l'eau dans des nappes superficielles, comme c'est le cas pour le barrage de la Chaise-Canue, il faut qu'on ait des pluies efficaces, donc des pluies qui tombent à un moment où la végétation va moins la capter et moins l'évaporer. Donc c'est les pluies efficaces, on estime qu'elles tombent entre, voilà, tu me corriges Antoine, mais entre octobre et février, où là ensuite on a le début de la pousse de la végétation, et on a du coup moins de pluie efficace. Et sur environ le bassin rennais, sur environ 650 mm d'eau qui tombe par an, en pluie efficace, on est sur 150 mm d'eau. Donc on voit qu'une désaisonnalité des pluies qui vont tomber peut-être sur une période beaucoup plus courte, ou qui vont tomber pendant des périodes où justement la végétation va capter cette pluie-là, ne fait pas les affaires, nous, de notre stratégie de stockage de l'eau de pluie, de cette eau-là, pour la consommation des humains. Alors, excuse-moi de te couper, mais je vois que le temps file. Ah ouais. Est-ce que, du coup, je peux te demander que face à tous ces enjeux qu'implique le réchauffement climatique, comment un bassin s'organise et comment c'est géré, en fait, à quelle échelle et avec quels acteurs ?
Alors peut-être juste pour terminer rapidement par rapport à ce que je vous présentais et la recherche qui a été menée par Ronan Imbervé, en fait ce graphique-là montre que dans les années à venir, on va avoir finalement un barrage qui va de moins en moins se remplir et qui va devenir à sec. Donc tout ça pour visualiser le fait que voilà, le réchauffement climatique, c'est pas une vue de l'esprit, elle impacte directement nos territoires actuellement, et nous, collectivités du bassin rennais, on doit faire face demain à des ressources en eau qui vont disparaître. D'où la nécessité, effectivement, et pour répondre à ta question, d'amorcer une planification écologique, une transformation écologique aussi de nos consommations d'eau, et de tendre vers la sobriété des usages. Je vais de fait aller un petit peu plus vite. Sur la gouvernance de l'eau, est-ce que je m'y attarde, ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes plutôt au point? L'enjeu, c'était de faire un petit focus sur la gouvernance de l'eau en Europe, en France, avec les directives cadres sur l'eau, la loi sur l'eau, mais c'est des choses qui sont peut-être que vous allez peut-être pouvoir retrouver à travers des interventions de vos professeurs, donc je m'y attarde pas forcément. Voilà, en plus c'est un peu chargé, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. On rendra disponible le support, les supports à l'issue de la conférence. En fait, moi, ce que je peux constater de là où je parle, en tant que technicien agricole, en tant qu'élu en charge de cette thématique-là, c'est que la gouvernance de l'eau, elle est insatisfaisante aujourd'hui. Par rapport aux enjeux auxquels on doit faire face, c'est-à-dire de pouvoir répondre aux besoins humains de demain en ressources en eau, mais aussi de pouvoir répondre au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, on doit mettre en place des systèmes de gouvernance et une planification écologique. Or, ce qu'on observe, c'est que d'une part, le territoire des collectivités sur lequel on met en place des politiques de l'eau ne sont pas cohérentes vis-à-vis des territoires de l'eau. Certains choix d'aménagement du territoire relèvent de documents de planification qui ne prennent pas en compte la raréfaction de la ressource. C'est-à-dire qu'on a en fait en France un empilement de documents administratifs, de documents de planification qui ne sont pas cohérents les uns avec les autres. Et que la planification écologique doit aussi mobiliser des moyens financiers importants. Or, en matière d'eau, le principe pollueur-payeur n'est pas réalisé. En majeure partie, les agences de l'eau, qui sont des structures étatiques, qui vont financer la sobriété des usages en eau, sont avant tout financés par le paiement des factures d'eau, et non pas par celles et ceux qui, par leur pratique, vont polluer cette eau. Je pense notamment à certaines pratiques agricoles ou aux industriels. Donc, à mon sens, une des réponses, et là c'est un témoignage aussi que je souhaitais donner, une des réponses, c'est de pouvoir organiser une gouvernance à l'échelle des bassins versants, à l'échelle des bassins hydrographiques. On a aujourd'hui des structures qui existent, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont pilotés par ce qu'on appelle les commissions locales de l'eau, qui sont des parlements de l'eau et qui regroupent un certain nombre d'acteurs, des élus, des associations, comme des associations de protection de l'environnement, mais aussi des représentants de l'État. Ces documents-là, ils sont intéressants parce qu'ils s'opposent aux personnes, ils s'opposent aussi aux documents de planification, sauf quelques, et non des moindres, quelques limites. Notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Bridor à côté de la ville de Rennes, sur la ville de Liffré. La parenthèse, je la referme très rapidement. En fait, on a eu un cas de figure très classique. Une entreprise d'agroalimentaire qui fabrique des croissants surgelés veut s'installer sur un territoire, sur un territoire du bassin de Rennes. C'est une entreprise d'agroalimentaire qui va consommer 200 000 mètres cubes d'eau, ce qui est à peu près consommé par la population qui vit sur ce territoire-là. On se dit, à un moment donné, si on veut aller sur des territoires beaucoup plus résilients, faire en sorte que l'économie qui est développée sur un territoire soit plus cohérente vis-à-vis des ressources de ce territoire-là, on doit pouvoir dire non à ce projet. Or, ce qu'on a pu constater au sein de la commission locale de l'eau, c'est qu'à aucun moment on a été saisi de ce projet. La seule manière dont on a été saisi, c'est parce que ce projet allait détruire des zones humides.
donc avoir un impact non négligeable sur le fonctionnement des écosystèmes. Mais en aucun cas, cette commission locale de l'eau n'allait être saisie sur les enjeux de consommation d'eau. Or, quand vous voyez les projections climatiques et la raréfaction de la ressource en eau auxquelles on doit faire face, on peut estimer que qu'une usine qui fabrique des croissants surgelés qui vont être exportés à l'autre bout du monde, on n'en a pas forcément besoin aujourd'hui. Et là, cet exemple-là, il est vraiment pour illustrer la gouvernance qui ne fonctionne pas aujourd'hui en France. Je vais très rapidement, je passe peut-être le concept de biorégion que vous pourrez retrouver à travers des ouvrages qui sont diffusés par le Wild Project et Martin Schaffner, je crois, qui a écrit pas mal de choses là-dessus. Et aller directement à la conclusion. Une des réponses qui, à mon sens, nous permettrait aujourd'hui d'affronter les enjeux autour de la raréfaction de la ressource en eau, des enjeux quantitatifs et quantitatifs, c'est déjà d'aller sur des territoires perméables. Antoine l'a déjà abordé sur un certain nombre de sujets. Massifier l'agroécologie, passer du récit de l'abondance à celui de la sobriété, et pourquoi pas travailler demain à ce que les fleuves deviennent des personnalités juridiques. Donc conserver des territoires perméables, c'est avant tout préserver et restaurer la fonctionnalité des zones humides. L'eau, c'est pas uniquement une rivière, c'est pas uniquement le fonctionnement d'un cours d'eau, ce sont aussi les nappes, ce sont aussi les zones humides, ce sont aussi les prairies humides adjacentes qui permettent de stocker cette eau-là et de limiter les phénomènes de crue et de permettre sur l'année d'avoir accès à de l'eau potable. Là, c'est une carte qui présente sur la Bretagne les zones humides altérées. En fait, plus vous allez vers les couleurs foncées, plus vous avez une altération des zones humides. Sur l'Ille-et-Vilaine, le département d'Ille-et-Vilaine, on a à peu près 70 à 80% des zones humides qui ont été altérées. C'est-à-dire que on a des zones humides qui ne fonctionnent plus. Dans ces conditions-là, effectivement, on peut estimer qu'on est sur des dysfonctionnements majeurs de l'écosystème, des écosystèmes aquatiques. Et donc, une des clés pour aller sur des territoires beaucoup plus résilients, c'est de revenir en arrière, c'est de faire en sorte que ces zones humides-là, parce qu'elles ont été cultivées, reviennent sur plutôt des prairies avec du pâturage extensif. Si ces prairies humides-là ont été drainées, c'est boucher ces drains et aller sur des pratiques beaucoup plus vertueuses pour faire en sorte que ces zones humides redeviennent opérationnelles. C'est aussi faire en sorte que nos villes deviennent plus perméables, de faire en sorte que, et c'est le choix qu'on fait notamment sur la ville de Rennes, de plus artificialiser des sols agricoles. Alors certes, le zéro artificialisation nette va amener un changement de vision en France et j'espère une préservation totale des espaces agricoles et naturels. Mais on doit faire en sorte que la ville puisse se densifier et accueillir beaucoup plus d'habitants sur des logements qui sont eux-mêmes adaptés à un usage sobre de la ressource en eau. À titre d'exemple, la collectivité eau du bassin rennais, on travaille sur le déploiement auprès des particuliers de matériel hydroéconome. Sauf que ça, c'est une réponse très partielle. Et c'est pour ça qu'on travaille notamment à travers le plan local de l'habitat, qui est un document stratégique qui permet de planifier en fait la construction de logements sur le territoire, à ce que chaque logement, désormais, soit construit sur la métropole rennaise, en intégrant du matériel hydroéconome, c'est-à-dire des mousseurs par exemple sur des reminées. Parce que la réponse, elle n'est pas uniquement sur des comportements individuels, comme c'est le cas pour tous les sujets en lien avec la transition écologique. La réponse, elle est sur le système. Comment est-ce qu'on influe sur le système? Et là, une manière d'influer sur le système, c'est de faire en sorte que des logements soient construits en intégrant ces enjeux-là. Et puis là, c'est une photo d'un bâtiment collectif autonome qui a été construit à Grenoble. On compte, alors c'est un bâtiment qui produit de l'énergie et qui récupère l'eau de pluie pour des usages sanitaires. En fait, aujourd'hui, c'est ce qui devrait apparaître dans nos paysages urbains lorsqu'un bâtiment émerge de terre. Sauf que ce n'est pas encore le cas. Pour vous montrer que les solutions, elles existent, mais elles ne sont pas encore mises en place pour tout un tas de problèmes d'inertie liés à la gouvernance. Massifier l'agroécologie, donc je vais peut-être
aller je vais peut-être pas m'étendre là-dessus parce que je pense qu'Antoine l'a déjà abordé, mais si vous avez des questions, je pourrais vous présenter avec plaisir la démarche Terre de Source qu'on met en place sur la collectivité Eau du Bassin Rennais. Et deux dernières choses. Passer du récit de l'abondance à celui de la sobriété, c'est de faire en sorte de notamment mieux connaître nos dépendances. Donc ça passe par ce qu'on appelle des études HMUC qu'on va mettre en place sur le bassin de la Vilaine. Donc c'est des études hydrologie, milieu, usage, climat qui vont permettre de savoir vraiment ce qui est consommé sur un territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous on sait ce qui est capté sur notre territoire et qui va être utilisé comme eau potable. Par contre, on a plein de prélèvements privés sur notre territoire, notamment pour des usages agricoles. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a de plus en plus, avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de déport de ces usages privés vers le réseau, tout simplement parce qu'on a des puits qui deviennent de plus en plus souvent à sec sur les fermes, avec des agriculteurs qui vont de fait consommer beaucoup plus d'eau du réseau. Et puis aussi, on a un enjeu sur le bassin de la Vilaine et globalement sur la Bretagne, c'est qu'on a énormément de plans d'eau. Quand je parle de plans d'eau, c'est pas forcément des mares, mais des plans d'eau qui vont être parfois sur des bassins versants l'été, l'évaporation de ces plans d'eau et la première consommation d'eau sur un bassin versant. Donc il faut bien voir aussi l'enjeu peut-être de revenir en arrière et de détruire ces plans d'eau-là, faire en sorte de reméandrer les cours d'eau pour éviter d'avoir ces phénomènes d'évapotranspiration. Et puis un autre élément, c'est de renforcer la démocratie environnementale. Donc bon, là, pour m'amuser, là j'ai mis une petite photo de deux manières, deux méthodes de faire participer le public aux enjeux de préservation de la ressource en eau. Donc la première photo en haut, on voit que la personne est quand même surprise par les arguments évoqués par les CRS. Là c'est une photo qui a été prise sur le projet d'autoroute A9 Toulouse-Castres, où on voit que ce soit sur ce projet-là ou que ce soit sur le projet de bassine autour de Sainte-Soline, on a une absence de cohérence du choix politique vis-à-vis d'une part de la compréhension du sujet par les chercheurs. Donc les chercheurs ne sont pas écoutés, et puis on a une mobilisation importante des citoyens qui ne sont pas non plus écoutés et à laquelle on répond plutôt par la violence. Et c'est quelques exemples qui montrent qu'en France, la démocratie environnementale, elle ne fonctionne pas du tout. Et on doit pouvoir aujourd'hui avancer en s'appuyant sur un triptyque, une alliance entre politique, recherche et société. Et c'est ce qu'il faut constamment, et c'est peut-être ce qu'il faut que vous ayez en tête aussi, futurs chercheurs ou futurs politiques ou futurs agents de collectivité, c'est que pour avancer sur des réponses en rupture à la manière dont nos sociétés organisent la réponse au réchauffement climatique, il faut qu'on puisse s'adosser sur des chercheurs. Or, les chercheurs, que ce soit Florence Abbé, que ce soit Christophe Cassou, que ce soit Valérie Masson-Delmotte, on les écoute pas. Donc un des enjeux, c'est de pouvoir les écouter et de pouvoir organiser aussi une prise de conscience et une appropriation de ces questions-là par les habitants. Et enfin, pas de transformation écologique sans justice sociale. Un exemple pour illustrer les enjeux liés au fait que sont liés la transformation écologique et aussi les inégalités, c'est que lors de la canicule de 2003, sur le département de la Seine-Saint-Denis, qui compte le plus de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, c'est là qu'on a vu une mortalité plus importante. Tout simplement parce que des personnes qui n'ont pas la possibilité de vivre dans des logements isolés, qui n'ont pas la possibilité de vivre dans des territoires où ils ont un accès à des surfaces végétalisées qui offrent un climat plus tempéré, ces personnes-là sont les premières victimes. Et ça rejoint un petit peu l'enjeu tout à l'heure que j'ai évoqué autour de, non pas de parler d'anthropocène mais de capitalocène. On est bien sur un fonctionnement de nos collectivités et nos sociétés qui vont ne pas être en capacité de répondre aux enjeux de transition, de transformation écologique, parce qu'elles vont créer des inégalités et parce que le débat aujourd'hui est capté pour des intérêts privés. Des solutions, la tarification progressive et solidaire de l'eau, c'est ce qu'on a mis en place sur la collectivité Eau du Bassin Rennais, ce qui fait que les 10 premiers mètres cubes sont gratuits, mais que plus on consomme, plus on paye, et il y a encore énormément de territoires en France où c'est pas du tout le cas.
Je m'arrête là, et puis peut-être que si vous avez des questions sur cet enjeu-là, de donner une personnalité juridique au fleuve, je pourrais répondre, mais voilà, je fais rapide. Oui. Si on veut laisser un dernier temps de questions avant la clôture de cette conférence, je pense que bon, on peut laisser justement ce temps-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur tout ce qui a été dit aujourd'hui? Je laisse encore un petit temps, quelques secondes. Je t'ai vu. Eh bien, c'est parti. C'était pas trop déprimant, j'espère. Vous avez montré une photo de Sainte-Soline, et comme vous parliez aussi de la désaisonnalité des précipitations, est-ce que vous avez des solutions à l'échelle locale et régionale pour lutter justement contre cette désaisonnalité des pluies? Non, je crois là aujourd'hui, il faut acter le fait que le réchauffement climatique, on est à 1,7 degré aujourd'hui par rapport à l'ère pré-industrielle. Il faut acter que aujourd'hui on a des phénomènes climatiques des phénomènes météorologiques qui ont complètement qui ont changé. Et donc ça suppose, puisque vous parlez de Sainte-Soline, d'imaginer nos territoires, nos bassins de vie, les biorégions comme des territoires qui doivent viser une autonomie, pas une autarcie, une autonomie alimentaire. Or, ce qu'on constate sur le paysage alimentaire autour de Sainte-Soline, la Vendée et les Deux-Sèvres, c'est qu'on a une surspécialisation de ces territoires-là, comme on peut le voir notamment en Bretagne, avec une majeure partie des cultures qui sont cultivées pour l'alimentation humaine. On a sur ces territoires-là une surspécialisation de territoires avec des pratiques agricoles qui sont pas adaptées aux enjeux de résilience et à une réponse au changement du climat. Donc je vais évoquer ce qu'a déjà évoqué Antoine, c'est-à-dire que sur une réponse à la désaisonnalité des pluies dans ces territoires-là, c'est pas de construire plus de bassines, c'est de revenir aux fondamentaux que sont l'agroécologie, diversifier les cultures, avoir des rotations beaucoup plus longues, éviter le labour, éviter l'usage de pesticides de synthèse, travailler sur des semences locales et adaptées aux conditions pédoclimatiques, de revenir à toute une somme de leviers qui vont permettre à l'agriculture de s'adapter à ces nouvelles conditions-là. Or, on voit que les bassines sont véritablement une fuite en avant et marquent aussi un enjeu de captation de la ressource en eau. Et ce qui manque aujourd'hui en France, sur l'alimentation comme sur l'eau, c'est un vrai débat. C'est-à-dire que personne aujourd'hui ne fait le choix de mettre des pesticides de synthèse dans son assiette. Personne aujourd'hui fait le choix de tomber malade parce qu'on va manger trop de produits salés ou sucrés. On est face à un environnement socio-technique qui nous oblige quasiment à adapter des modes de consommation alimentaire qui ne sont pas durables. Et il faut qu'on puisse revenir à des choses beaucoup plus simples et relier la production aux consommateurs. Ça passe notamment par le développement des circuits courts. Alors, ce ne sera pas possible partout, mais à mon sens, c'est une solution pour faire en sorte que les personnes aussi consomment plus de produits bruts, non transformés, végétalisent plus leur assiette, parce que le Haut Conseil pour le climat nous dit qu'il faut diviser par 3 la consommation de viande si on veut répondre aux enjeux du réchauffement climatique. Donc on voit que c'est tout un paysage alimentaire qu'il faut revoir sur des territoires où on le voit, la fuite en avant productiviste, la réponse, le solutionnisme technique nous empêche de répondre durablement à ces enjeux-là, quoi. En termes de surface aujourd'hui irriguée en France, on a moins de 5-6%, je dirais, l'ordre de grandeur. Donc, en fait, la solution des bassines, en fait, il est tenté en Espagne. Ils ont des grands barrages sur toutes les rivières. Les rivières sont à sec, elles sont toutes utilisées quasiment par les cultures. En Andalousie, ils sont arrivés au bout du système, en fait. Donc le système, en fait, en lui-même n'est pas viable à long terme. Donc en fait, la question, c'est qu'il va falloir à un moment donné réinterroger, comme tu disais,
production animale, la production agricole. Et pour donner un autre exemple, en fait, pourquoi le système économique ne fonctionne pas très bien non plus, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est les coûts cachés de la pollution, ne serait-ce que sur les nitrates, par exemple. Les nitrates, c'est considéré qu'en fait, il y a plus de 200 milliards d'euros de dépenses pour dépolluer pour l'eau potable, en fait, en France. Donc tout ça, c'est pas inclus dans le prix alimentaire. Donc en fait, les gens vont acheter le produit le moins cher. C'est le produit qui va polluer. Donc en fait, si on réintroduit dans le coût alimentaire le coût de la pollution, on va inverser, on va rendre le bio et les productions entre guillemets plus naturelles, plus rentables. Donc en fait, il faut qu'on arrive à changer ces paradigmes-là, donc l'économie, pour pouvoir que les gens soient dans des choix entre guillemets pas imposés, quoi. S'il voudra manger du pesticide, il pourra, mais bon, ça coûtera plus cher. Alors en fait, aujourd'hui, le système, on voit qu'il se bat contre le système de régulation environnementale. On a vu les exemples avec les récentes manifestations agricoles, parce que le système en place économique, c'est des industries, c'est des filières qui sont bâties pour un système. Et donc en fait, si on veut que le système change, en fait, il y a des règles qui se mettent en place pour faire moins de pesticides, les éco-phytos, plus de haies. Mais en fait, c'est entre guillemets convaincre des gens qui actuellement ont plus d'intérêt économique à faire autrement, ça marche pas. Donc il faut de la planification au niveau français, au niveau européen, pour que le système change. Donc j'ai pas répondu totalement à la question, mais il y a des modes de pensée, il y a toute la science et toutes les techniques, elles existent. C'est que le système en lui-même, il est verrouillé par des forces en puissance internationales, nationales et locales, qui font qu'en fait, ça réinterroge nos politiques. Quand je parle politique, c'est pas droite-gauche, c'est la politique publique de qu'est-ce qu'on veut demain comme territoire et comme mode de consommer. Donc c'est complexe, ça peut pas se faire à l'échelle unipersonnelle, sauf s'il y a les choix alimentaires, moins de viande, plus de bio par exemple, mais ça ne doit pas reposer que sur ça, parce que tout le monde n'a pas les moyens. Et derrière, quand on parle de pesticides, par exemple, il y a tous les problèmes de santé qui sont induits derrière par le fait qu'on ne peut pas tout traiter et qu'il y a des pesticides qu'on se retrouve aujourd'hui qui sont stockés dans le sol pour des éternités. Donc tout ça, en fait, c'est en fait des choses qui ne sont pas comptabilisées dans le système économique. Il y avait un célèbre un politique qui disait qu'en fait, aujourd'hui, la laitue bio, elle est 2 fois plus chère que la laitue pas bio. Je donne un exemple caricatural. Mais si on inversait, qu'on incluait le coût des pesticides et tout ça, ça serait la laitue pas bio coûterait beaucoup plus cher. Ce qui veut dire que, par contre, indirectement, on potentiellement va à une augmentation du prix de l'alimentation. Mais aujourd'hui, ce qui coûte cher dans l'assiette alimentaire, c'est aussi la viande. Et donc, en fait, on peut aussi produire, se nourrir de protéines avec des trucs qui ne sont pas de la viande rouge, de la viande blanche qui coûte moins cher, des œufs. Donc, en fait, voilà, et des protéines qui sont des légumineuses qu'il faut réintroduire dans les rotations pour l'équilibre des sols et dans l'assiette, parce que ça nous nourrira sans protéines animales. C'est complexe, mais c'est faisable politiquement si on s'y met, quoi. Et donc, pour rappel, on vise la parité dans les prises de parole. J'invite aussi les personnes qui ne sont pas étudiantes ou étudiants de l'école centrale à parler. Bonjour, Hélène Redon, je travaille à Nantes Métropole, je suis chargée de mission agriculture et j'ai été intéressée, merci pour vos propos. J'aurais bien voulu que Monsieur Brossard, vous décriviez un peu Terre de Source, parce que je trouve que c'est une solution qui est vraiment très intéressante. À Nantes, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Terre de Source, pour juste introduire, c'est un dispositif mis en place par l'Agglo Rennais et le syndicat de bassin versant autour de Rennes, qui permet justement de sortir de cette logique de la PAC, qui pour moi est hyper intéressante, puisqu'elle fait le lien entre agriculture et eau, et air également, et quelque part, il s'agit de développer des pratiques agroécologiques dans toute l'agriculture du bassin rennais, en disant, et si on ne va pas vers des pratiques agroécologiques, on ne pourra plus avoir accès à l'eau, à une eau de qualité et une eau qui permette d'être consommée. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'on est quand même dans une logique économique pour les agriculteurs et qu'on n'est pas seulement dans « on va vous aider à changer vos pratiques et à compenser vos pertes de revenus », mais on va vous offrir des débouchés économiques par la vente de vos produits, parce que c'est quand même le cœur de leur métier, puisque ces agriculteurs qui s'engageront dans des démarches agroécologiques vont améliorer la qualité de l'eau d'une part et vendre leurs produits avec un label
qui s'appelle Terre de Source, qui va être un label plus valorisé sur le marché économique. Ce que je trouve, voilà, je vous laisse compléter, mais voilà, j'ai envie que vous en disiez 2 mots. Bah, il y a 2 échelles d'action, à mon sens, c'est pour répondre aux enjeux de la transformation écologique, c'est sur le territoire, sur le bassin de vie, et ensuite une échelle d'action peut-être autour des politiques européennes, voire mondiales, d'une meilleure régulation de l'économie de marché. Sur le territoire rennais, donc avec la collectivité du bassin rennais qui produit de l'eau potable, la ville de Rennes et Rennes Métropole, on a souhaité mettre en place une démarche Terre de Source qui effectivement valorise les productions agricoles qui sont issues des territoires sur lesquels on va capter de l'eau potable. Et l'enjeu, c'est de construire des marchés publics, notamment pour la restauration collective, où on va être sur des marchés publics de services. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas que acheter des tomates à un agriculteur qui produit des tomates, on va acheter l'action qu'il met en place pour préserver la qualité de l'eau. Ça veut dire que l'ensemble des agriculteurs qui aujourd'hui s'engagent sur la démarche Terre de Source, pour 75% d'entre eux, ils sont déjà sur des démarches en agriculture biologique. Ils sont sur des démarches de progrès, où ils vont réduire les indices de fréquence de traitement sur les pesticides de synthèse. Ils vont éviter, ils vont rentrer dans des process beaucoup plus sobres sur la consommation d'eau. Et de fait, c'est une façon de reprendre en main en fait le système agricole, donc l'organisation du système économique agricole, en déployant, en végétalisant les filières, en développant certaines filières, notamment sur le blé noir, les légumineuses, comme Antoine vient de l'évoquer, mais aussi en développement des débouchés pour des éleveurs qui, sur de la volaille ou sur du lait, aujourd'hui sont plutôt sur des filières mondialisées, internationalisées. Aujourd'hui, vont se retrouver avec des acheteurs qui sont sur le territoire. Et donc, c'est aussi une façon, dans le cadre des marchés publics, de faire en sorte que les agriculteurs puissent construire le prix. Le modèle économique qui est mis en place par la démarche Terre de Source, c'est un marché public qui donne la main aux agriculteurs, qui acquièrent la capacité de fixer leur prix. On voit que dans les dernières manifestations des agriculteurs ces dernières semaines, une des revendications principales, c'était la juste rémunération, qui est une revendication tout à fait légitime. Et cette juste rémunération, on la met pas en place en enlevant des normes environnementales, on construit pas une rémunération en continuant à détruire l'environnement. Non, on construit une rémunération en prenant en main collectivement le fonctionnement des marchés économiques. Or, ce qu'on observe depuis des années et des années en France, c'est que l'alimentation, comme beaucoup de ressources naturelles, beaucoup de communs, ont été dérégulés et finalement pris en main par des acteurs privés. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont déjà lu le rapport des greniers d'abondance sur cette question-là, la majeure partie des produits alimentaires qu'achètent les Français, c'est dans du hard discount, les grandes et moyennes surfaces, c'est à peu près 90%. La totalité pratiquement des produits alimentaires qui approvisionnent ces grandes surfaces ou ces hard discount, ces magasins de hard discount, passent par 4 centrales d'achat. 4 centrales d'achat en France font la pluie et le beau temps sur l'alimentation. Donc on le voit, dès lors qu'on enlève de l'intérêt collectif, dès lors qu'on enlève la capacité à nous, citoyens, et à vos représentants, c'est-à-dire élus, d'avoir la main et de mettre de l'intérêt collectif dans ces enjeux-là, eh ben on perd la main et on arrive sur des systèmes qui sont pas viables. Or là, effectivement, Terre de Source, c'est de reprendre en main les filières, d'accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus durables, de relocaliser l'alimentation, ce qui suppose pour celles et ceux, notamment qui ont pu regarder les travaux de Solagro, du Shift Project, voient que finalement la relocalisation de l'alimentation, elle va créer de l'emploi, elle va créer de la richesse sur le territoire, mais avec des emplois différents, beaucoup plus avec la nécessité en déployant l'agroécologie, d'installer beaucoup plus de paysans, donc avec des emplois beaucoup plus sur l'artisanat et la reprise en main des machines. Je fais un petit pont avec la prochaine conférence que vous avez sur cet enjeu-là autour du low-tech.
Mais effectivement, c'est un projet de territoire qui montre que finalement, avec un peu de volonté politique, avec beaucoup de moyens aussi, on est capable de se projeter sur un paysage alimentaire qui sera en totale adéquation avec les ressources naturelles qui seront disponibles dans les années à venir sur ce territoire, quoi. Okay. Bonjour, je m'appelle Armand Richard, je suis en histoire et du coup je voudrais apporter un peu mon point de vue par rapport, sur mes études d'histoire, sur les idées qu'il y a une possibilité de faire une véritable transition. Et suivant, aujourd'hui on est face quand même à un constat où il y a une partie de la classe bourgeoise qui refuse, qui empêche toute possibilité de transition. On est face aussi à une individualisation rampante qui fait que beaucoup d'individus ne retrouvent plus du commun. Et je voulais savoir du coup, puis moi je me suis beaucoup intéressé aussi à la galaxie de la collapsologie, et donc en lien avec Pablo Cervini et des Jancovici par exemple. Et est-ce qu'aujourd'hui une transition est possible? Est-ce qu'au final il ne faudrait pas une véritable rupture civilisationnelle pour réellement engager tous ces changements que vous avez pu évoquer? Oui, tout à fait d'accord avec vous. Je pense que j'évoque moi peut-être plus facilement le principe de révolution culturelle, parce que c'est du lien au vivant aussi qui est question, la manière dont on va pouvoir répondre à ces enjeux-là. Et le terme transition est pas le bon, parce qu'aujourd'hui on le voit sur la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables ne vient pas remplacer la consommation de ressources telles que le pétrole, mais vient s'ajouter en fait. Donc il faut qu'effectivement on puisse aller sur des politiques de sobriété. Alors on peut appeler ça aussi de la décroissance, mais ça suppose une révolution culturelle, d'une part, de considérer l'homme comme partie intégrante du vivant. Bon, c'est tous les enjeux qui sont évoqués par Baptiste Morisot, Bruno Latour ou Philippe Descola dans leurs ouvrages, de se dire qu'il n'y a pas une dichotomie, il n'y a pas de différence entre l'homme et la nature. L'homme est la nature, EST est la nature. Et ça suppose, à mon sens, plus qu'une révolution culturelle, c'est aussi des enjeux liés à des choix qu'on doit faire. Bruno Latour l'évoquait pendant le confinement. Il faut qu'on arrive à aujourd'hui se poser les questions de ce qui est essentiel à l'habitabilité future de nos territoires. Faire du ski sur des montagnes qui ne sont pas enneigées, c'est pas essentiel. Par contre, faire en sorte que des paysans qui ont besoin d'arroser les légumes en période de pousse et accès à de l'eau potable, ça c'est essentiel. Et ces débats-là, on les a pas encore eus en France. On est, pour reprendre encore l'expression de Bruno Latour, on est sur un système de gouvernance, un fonctionnement de nos sociétés qui a une crise de retard. Aujourd'hui, nos collectivités, et moi c'est le constat que je fais en étant à la fois élu depuis 4 ans et technicien agricole qui a travaillé dans des collectivités, nos collectivités ne sont pas adaptées, outillées à penser autrement l'aménagement du territoire qu'à travers des infrastructures. On arrive à inverser cette tendance-là, mais ça prend énormément de temps, parce que il y a toute une question d'organisation sociale. C'est pour ça que le concept de biorégion est très important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à avoir des organisations sociales, c'est-à-dire des collectivités, peut-être de pouvoir faire émerger aussi d'autres manières de faire du commun, d'autres manières de s'organiser, et en ce sens la ZAD de Notre-Dame-des-Landes était une expérience intéressante, d'autres manières de nous organiser pour mettre en commun les ressources naturelles dont dépendent des activités qui sont essentielles. Mais il faut qu'on puisse aussi répondre à cette question-là de qu'est-ce qui est essentiel entre nous. Il faut qu'on ait ce débat démocratique, apaisé entre nous sur ces questions, et on ne l'a pas aujourd'hui. On le voit à travers différentes crises et différentes questions aussi, très récemment autour de la question de l'immigration, quoi. Peut-être moi sur la partie politique
public, en fait, je crois beaucoup dans la planification. En fait, c'est un moyen de transformer les choses. On se donne un but, on dit dans 10 ans on veut aller là. Alors en fait, au niveau européen, au niveau français, on se donne plein d'objectifs plutôt vertueux, je dirais peut-être même pas assez ambitieux, mais bon, déjà, il faut bien commencer par un bout. La question, c'est est-ce qu'on a les bons indicateurs pour les suivre? Est-ce qu'on casse le baromètre au fur et à mesure que les résultats sont mauvais? Et est-ce qu'on se donne les moyens de contrôler et d'accompagner? En fait, on revient, en fait, le système est économique à la base. Et il ne changera pas si on ne change pas l'économie. Donc là-dessus, en fait, c'est finalement aller réclamer aux politiques des comptes. Hein. Donc il y en a qui font des procès en justice, il y en a qui font des manifestations, il y en a qui s'engagent en politique. Vous êtes en fait la France de demain, et c'est à vous de voir vos leviers d'action. En fait, le système ne changera pas sans vous. Donc en fait, il faut à un moment donné aller réclamer ce dont vous avez besoin. Et c'est là en fait où la société aujourd'hui, elle a deux vecteurs, c'est l'économie et les politiciens. Il faut aller faire du lobbying, il faut aller faire s'engager, parce que c'est pas en renonçant et en se mettant dans sa petite cabane au fond du jardin que le monde va changer. En fait, il faut vraiment... et c'est là où, vous, à travers vos métiers, vous allez pouvoir peut-être dire, tiens, est-ce qu'on a oublié telle question? Quand on parle de faire des matériaux et des produits, on fait de la low-tech ou pas? Est-ce que les ressources sont là? Est-ce que quand on va implanter une usine, on va détruire des ressources? En fait, tous ces processus, il faudra les réintégrer. La difficulté, c'est qu'on a aujourd'hui, on fonctionne souvent en silo. Moi, je bosse dans une collectivité. Quand on est moi, je bosse dans l'environnement, d'autres dans le tourisme. Les parallèles sont pas forcément. Les contacts sont pas forcément évidents. Il faut aller les forcer ces contacts. Il faut aller voir les voisins. Tu bosses dans quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qu'on a comme enjeu commun? Nous, on a été faire justement récemment une sorte de feuille de route pour aller voir d'autres directions, pour se mettre en commun. C'est quoi les questions de l'eau? Et en fait, par question des ressources de l'eau ou du sol. Il faut aller travailler avec des gens qui ont ces connaissances. La science, on l'a dit, il y a tous les résultats, tous les éléments, c'est comment on le prend en compte. Moi, je vous invite juste à aller demander des comptes et aller auprès des différents décideurs, dire on n'est pas d'accord, on veut ça, parce que le système ne bougera pas sans qu'on les pousse. Aujourd'hui, s'il y a eu des évolutions, c'est parce qu'il y a eu des murs qui sont arrivés, des murs sociaux, des murs techniques, et à un moment donné, le système a changé parce qu'on est face au mur. Quand on n'est pas face au mur, on a du mal à changer. Donc, voilà, vous avez les éléments de connaissance, vous êtes plus que nous, entre guillemets, la France de demain, et je vous engage à bien vous engager, ne serait-ce même associatif, politique, tout ce que vous pouvez faire pour faire du commun et aller bouleverser le système. En fait. On parle bien de rupture, hein. Mais par contre, la rupture ne peut pas se faire dans le désordre. La révolution, ça ne fait pas forcément, entre guillemets, les affaires du système, puisque en fait, la désorganisation sociale qu'on induite ne permet pas d'avancer vraiment facilement. Donc je pense qu'il faut, c'est une révolution culturelle et changement politique. Quoi. Où vont les sous? Merci Antoine, merci Ludovic. On arrive au terme de cette conférence. On a évoqué pas mal de sujets, on n'a pas pu tous les traiter, j'en suis désolé d'avoir si peu de temps pour évoquer tout cela. Merci à vous d'être venus. Si vous avez toujours des questions, en fait, il est toujours possible de les poser et on vous répondra par mail. Il y a un questionnaire juste ici où vous pouvez les poser vos questions en réponse à nos mails d'invitation, si vous voulez. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée et merci. Merci, pardon. Juste pour dire que Ludovic et Antoine sont encore là 1 heure pour échanger si vous voulez. On va se mettre dans une salle pas très loin, donc si vous voulez encore continuer la conversation, venez échanger avec eux. Merci beaucoup.